Ce 9 mai, aujourd'hui, la Russie a célébré la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie. Sauf que à Moscou avait lieu le défilé, on a vu bien peu de monde, bien moins de matériel en tout cas que prévu. Est-ce que c'est un signe pour vous de fébrilité de la part des forces militaires russes ? Alors déjà l'année dernière, ils avaient annulé le défilé aérien officiellement pour raison météo, alors qu'en fait, une minute avant, il y avait tout le monde qui constatait qu'il faisait beau, ils étaient contents de pouvoir avoir le défilé. Cette année, le défilé a été annulé une fois de plus, certainement par manque de matériel, certainement aussi par manque de pilotes expérimentés, parce que les pilotes expérimentés sont tous déployés sur le front. Ils ont autre chose à faire. Mais ce qui est étonnant, c'est effectivement le défilé terrestre, dans lequel il n'y a pas un seul char, à part un char T-34 qui datait donc de la Deuxième Guerre mondiale, qui en plus, pour l'anecdote, a été produit en Ukraine, dans l'usine de Kharkiv. Et il n'y a pas un seul char, il n'y a pas de blindés lourds, il n'y a pas des missiles Iskander, il n'y a quasiment plus rien. C'est un défilé dans lequel il y a 50 véhicules, en comptant les camions. Enfin, c'est désespérant et ça représente absolument plus rien. Est-ce que ça signifie quelque chose pour vous En tout cas, c'est un signe, si ce n'est de faiblesse, de fébrilité, c'est sûr, de crainte d'avoir des attentats. Je ne sais pas ce qu'ils craignent à ce point-là, pour annuler totalement leur grande parade annuelle. On parle de risque d'attentat, hein. On a beaucoup entendu ça dans la bouche de plusieurs officiels russes ces derniers jours. La Russie n'est pas capable de sécuriser son environnement. Oui, on l'a vu avec ce qui s'est passé au Kremlin, mais au point de devoir totalement annuler le défilé des chars, c'est quelque chose qui est quand même assez inattendu. Xavier Titelman, on a entendu par ailleurs, il y a quelques jours, le chef du groupe Wagner se plaindre du manque de munitions fournies par Moscou. Est-ce que les mercenaires du groupe Wagner, ils manquent vraiment de munitions ? Ils le disent en tout cas, mais la Russie a une habitude de tirer énormément, parce qu'ils visent relativement mal en comparaison avec ce qu'on peut avoir sous les standards OTAN. Donc il leur faut une quantité de munitions qui est absolument disproportionnée. On parle de 4 à 5 fois plus de tirs pour obtenir le même résultat que ce qu'on pourrait observer du côté ukrainien. Donc logiquement, s'ils n'ont pas ce flux qui est aussi important, ils n'arrivent plus à tenir le front. On estimait qu'il y avait jusqu'à 50-60 000 tirs d'artillerie russe chaque jour il y a quelques mois. Aujourd'hui, ils sont descendus en dessous de 30 000. Donc on ne sait pas s'ils se réservent, s'ils n'arrivent plus à assurer un flux logistique ou s'ils arrivent à la fin d'un stock également, même si on pense qu'il y a encore beaucoup, parce qu'officiellement il y avait 17 millions d'obus avant la guerre, ils en ont tiré plus de 10 millions déjà aujourd'hui, donc il doit quand même en rester quelques-uns. Xavier Titelman, j'aimerais faire un petit peu un point sur la situation avec vous. Alors vous l'avez fait dans une vidéo YouTube passionnante sur votre compte récemment, mais concrètement, ce que vous expliquez d'ailleurs, c'est que l'Ukraine a contenu cet hiver toutes les attaques russes, et elles ont été extrêmement importantes, énormément de missiles ont été tirés, vous venez de le dire. Ces attaques, elles ont toutes échoué. Sur le terrain, la Russie n'a rien conquis, enfin quasiment rien, ni même le Donbass. Oui, on parle de 6 km² conquis en cumulant le mois de mars et le mois d'avril, maintenant qu'on a un peu plus de précision. Donc évidemment, ça n'avance pas, ça recule par certains endroits. Le fait de prendre 4 rues sur Bakhmout, ça représente absolument rien, c'est une ville qui est ruinée. Et la position de l'Ukraine, c'est tout simplement à partir du mois de novembre. Donc les grandes contre-offensives de septembre à novembre qui permettent de reprendre 20 000 km², ils se sont mis en position d'attente. Parce qu'on savait que les Russes avaient lancé leur mobilisation, et donc on savait que c'était plus ou moins chacun son tour. Là, c'était les Russes qui allaient attaquer. Toutes les offensives russes, la plus documentée, c'est celle sur Vuhledar. 180 véhicules blindés perdus sur une semaine, 5000 hommes perdus. Et même les Russes s'en plaignent, ils pointent du doigt le général qui était en charge de cette offensive, et donc les Ukrainiens se sont contentés de rester en position de défense. Ce qui fait que sur le terrain, qu'on quantifie les pertes, parce que les vidéos sont partagées par les deux belligérants, chacun essaye de montrer les destructions qu'il peut faire, il y a 3 fois plus de pertes matériel du côté russe que du côté ukrainien, avec quasiment 15 véhicules par jour qui sont perdus pour les Russes, contre à peine 4 du côté ukrainien. Et donc pendant toute cette période, ils sont restés en attente, en accumulant le matériel qui leur a été fourni en très très grande quantité et qu'on n'a pas vu sur le terrain, et très clairement maintenant c'est eux qui vont passer à l'offensive. Alors Xavier Titelman, j'ai encore plein de questions sur l'état actuel des troupes, mais d'abord, comment est-ce que concrètement on arrive à savoir le nombre par exemple, de véhicules qui ont été détruits, le nombre de missiles tirés. Dans une de vos vidéos YouTube, vous expliquez que la guerre en Ukraine, c'est une des premières guerres où on a autant de données brutes. Vous parlez beaucoup de l'OSINT notamment. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pour être simple, c'est la collecte massive de données sur Internet. C'est ce que je fais pendant 4 ans au profit de la direction de la sécurité civile. Des milliers de tweets, de messages Facebook, de vidéos YouTube, etc. qu'on va collectionner pour rendre de l'intelligence. À l'époque, c'était pour les pompiers, pour qualifier une inondation, un tremblement de terre. Et là, c'est utilisé par des communautés qui vont
positionner, faire de la géolocalisation pour savoir où se trouvent les Russes exactement. Ça, c'était plutôt au début, quand on ne savait pas à quel point les Russes avançaient. Il y avait même avançaient. des cartes au début de l'offensive qui recensaient la position exacte de toutes les troupes au fur et à mesure. On avait même fait une carte avec Harry Cosmos, et il y a des gens qui habitaient en Ukraine qui me posaient la question, est-ce que ta carte est à jour? Parce que nous, on voudrait évacuer, et on ne sait pas comment le faire. Est-ce qu'on peut utiliser ta carte? Donc, il y a vraiment... ça se fait comment? Ça se fait par recoupement d'informations? Ça se fait parce que j'ai la chance d'avoir 300 000 abonnés, dont plusieurs dizaines de bénévoles qui peuvent me filer un coup de main derrière. C'est-à-dire qu'on fait presque un travail d'enquêteur, mais en open source, avec des données qui sont accessibles à tout le monde. On vérifie la valeur de la donnée, on vérifie si elle est géolocalisée, on essaie de trouver si cette photo préexiste sur Internet avec des outils qui permettent de qualifier si c'est une nouvelle image ou si c'est une reprise d'une photo qui date d'il y a 5 ans, auquel cas elle n'a pas de valeur. Et donc, à force, on arrive à quantifier les éléments. Donc, aujourd'hui, on peut prouver la perte de plus de 10 000 équipements du côté russe et de plus de 3 500 équipements du côté ukrainien. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais on se doute qu'on a à peu près les 2/3 des éléments qui sont connus. Donc l'Ukraine a cet hiver tenu ses positions, les Russes n'ont quasiment pas pris de terrain, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Les autorités ukrainiennes parlent depuis plusieurs semaines d'une contre-offensive, elles parlent de repartir à l'attaque, pourtant on ne voit rien venir. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore prêts. J'ai été en Ukraine il y a quelques semaines et j'ai vu par exemple des chars britanniques, les Challenger 2, qui étaient là et qui disaient « Nous, on sait s'en servir, tout va bien, par contre, il faut se coordonner parce que vous nous avez donné plein de matériel, mais de types différents. » Est-ce que mon char a une portée de 2800 mètres? Est-ce qu'il a des jets optiques de jour, de nuit? Et à chaque fois, il faut réorganiser des unités qui savent travailler de manière cohérente avec le matériel standard OTAN. Il n'y a pas forcément la formation qui suit derrière, c'est ça que vous nous dites? Il y a la formation, mais la coordination des équipes. Parce que finalement, si c'était 100% de matériel américain formé à l'américaine, mais là, c'est un peu de français, un peu de britannique, un peu d'américain, un peu de plein de pays différents. Mais c'est un patchwork un peu leur matériel aujourd'hui. Oui, alors c'est une complication évidemment énorme. Une armée en temps de paix ne pourrait pas se permettre un tel bazar parce que ça coûte beaucoup trop cher évidemment à entretenir, mais par contre, eux, ils ont les hommes, ils ont le matériel, ils ont le nécessaire et ils ont le soutien pour l'instant. Est-ce que c'est pas aussi la météo qui bloque? Alors, c'est un deuxième élément. Le premier élément, c'est que ces unités format OTAN soient disponibles, sera certainement à la fin du mois, fin mai, début juin, mais il y a déjà des unités qui sont disponibles, les mêmes qui ont réussi les contre-offensives de l'automne dernier ne sont pas engagées aujourd'hui, sauf qu'il y a un élément, effectivement, c'est la météo. La Rasputitsa, ce fameux dégel, en plus il y a eu des pluies qui ont été assez abondantes, il n'a pas beaucoup gelé, et il y a encore des champs qui sont tout à fait embourbés, donc on pourrait éventuellement avoir des chars qui avancent, mais si les chars avancent, mais que la logistique ne les suit pas derrière, à ce moment-là, c'est une offensive qui finit par rater. Il se trouve concrètement embourbé. Aujourd'hui d'ailleurs, l'Europe continue, la France en particulier, continue à fournir du matériel. Tous les pays et sans du matériel exception. militaire à l'Ukraine. Mais en fait, tous les pays, avec un nombre croissant de pays qui soutiennent l'Ukraine. Par exemple, le Pakistan, qui avait déjà donné des munitions, va maintenant certainement donner des chars T-80. La Corée du Sud va fournir des munitions, de même que l'Égypte. Le Maroc, le Chypre, il y a beaucoup de pays. Là, on vient de voir arriver les hélicoptères qui viennent de Croatie. Donc, vous avez finalement un nombre croissant de pays qui soutiennent militairement l'Ukraine. Donc, c'est pas le bloc occidental, les États-Unis, l'OTAN. Il y a vraiment, globalement, des pays comme le Soudan, comme les Émirats Arabes Unis, qui prennent aujourd'hui position militairement en acceptant de fournir du matériel militaire à l'Ukraine, donc ça va continuer à arriver. Et concrètement, aujourd'hui, Xavier Titelman, est-ce que cette guerre, elle est, pardon pour l'expression, mais à armes égales entre la Russie et l'Ukraine? Là, vous nous parlez des équipements ukrainiens, je vous entends sur le fait que c'est un patchwork, mais qu'ils ont beaucoup d'équipements fournis par un grand nombre de pays internationaux, et pas que par l'Occident, par ailleurs. Est-ce que de son côté, la Russie a encore suffisamment de matériel, d'équipement? Est-ce que de son côté, elle a aussi d'autres pays qui la soutiennent dans le matériel militaire? En quantité, la Russie a des stocks qui sont démesurés, qui sont gigantesques, mais qui sont d'une qualité inférieure à ce que reçoit l'Ukraine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut estimer qu'elle a encore plusieurs centaines de chars qui pourraient sortir en plus en train de rouiller dans des champs depuis des décennies. Donc, ils sortent du matériel qui date pour certains des années 40. Shoigu, il vient de faire une visite, une inspection. Pour la première fois, on lui a présenté des chars T-62 non modernisés. Waouh, super, c'est une inspection avec du matériel qui date des années 50-60. Donc, il y a une quantité de matériel qui est gigantesque. Moi, j'y ai été, quand j'en parlais avec les Ukrainiens, je leur disais, ouais, c'est rigolo, ils sortent leurs chars des années 40. Ils me font, oui, mais moi, quand je suis dans ma tranchée, un char des années 40 face à moi, si j'ai pas de missile anti-char, si j'ai pas de soutien, ça fait peur quand même. Ça reste un char. Donc les Ukrainiens ont une difficulté, c'est qu'ils n'ont pas la masse qui est équivalente à celle qu'a l'Ukraine, mais ils ont une qualité qui est clairement supérieure. Et plus ce temps passe, plus la qualité opérationnelle de l'Ukraine augmente, puisqu'ils ont la masse des hommes qui permettent de tenir le front, qui fait que les Russes n'ont pas réussi à progresser, et derrière ils sont en train de construire une réserve qui est d'une qualité qui est très supérieure à l'armée qui est déjà engagée.
Face à eux, ils ont une armée russe qui progressivement perd énormément d'hommes formés, qui n'a pas la capacité de les remplacer, sachant que les écoles auxquelles bénéficient les Ukrainiens sont évidemment d'une meilleure qualité que ce que peut avoir la Russie, mais en plus la Russie perd progressivement en niveau. Et il y a une statistique qui est intéressante, au début de la guerre, seulement 30% des chars qui étaient engagés, qui étaient perdus par l'armée russe, étaient d'origine soviétique. Le reste était russe, donc moderne. Aujourd'hui, c'est le contraire. Plus de 60% des chars engagés sont d'origine soviétique, donc ça prouve simplement un recul de qualité, de l'efficacité de l'armée russe. Et sur le Figaro.fr, je salue Chardon Bleu, Hugues Henry et Christian Léon qui nous regardent. N'hésitez pas si vous avez une question, je la transmets en direct à notre invité. Xavier Titelman, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, des drones, de l'utilisation des drones par tant les Ukrainiens que les Russes, oui, d'ailleurs, comme arme efficace pour attaquer l'ennemi. Est-ce que effectivement, on utilise de plus en plus les drones dans cette guerre ? Alors, c'était clairement le seul domaine dans lequel les Ukrainiens avaient l'avantage en nombre, en qualité et en utilisation. Donc progressivement, les Russes ont quand même rattrapé leur situation dans laquelle ils étaient partis avec un certain retard, très clairement. Aujourd'hui, il y a une forme d'égalisation pour deux raisons. Parce qu'ils ont beaucoup investi pour essayer de rattraper ce retard. Et le deuxième, c'est qu'ils essayent énormément de faire de guerre électronique pour empêcher les Ukrainiens d'utiliser ces petits drones. D'ailleurs, ces drones, on les utilise pourquoi concrètement ? Alors, les tout petits, ceux que vous pouvez acheter dans le commerce à 2000 €, ça va être soit du bombardement, soit pour faire de l'observation, pour éclairer par exemple pour l'artillerie, ou alors voir les ennemis qui arrivent, ou alors on est au-dessus et on voit par exemple quand on va nettoyer une tranchée, on va dire attention à quelqu'un devant toi à droite à 50 mètres. Donc on fait du repérage un petit peu en avant des troupes, en avant d'un bombardement pour être le plus efficace possible. Par exemple, ou un assaut dans une tranchée. Là on peut vraiment donner des positions très précises. Après, il y a des drones d'une qualité un petit peu supérieure, qu'on appelle les drones tactiques, comme par exemple le Punisher, le Lélé Cassant. C'est des modèles qui vont avoir plusieurs dizaines de kilomètres de portée, voilure fixe, c'est-à-dire c'est un mini-avion télépiloté, dans lequel ils vont soit faire du renseignement, soit dans certains cas, on sait qu'ils ont pris des informations, et c'est là qu'ils avaient identifié qu'il y avait des grands rassemblements de Russes, parce qu'ils avaient capté les téléphones portables. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu bombarder certains endroits, dans lesquels ils ont fait plus de 150 morts sur certains bombardements. Au-dessus, on a des drones comme par exemple le Bayraktar TB2, qu'on a plus ou moins vu disparaître en termes de marketing, en tout cas, même si on sait qu'ils continuent à voler. Et là, on peut faire du bombardement. L'équivalent russe, ce serait le Forpost Air, mais ils n'en ont quasiment pas, et a priori, ils l'engagent quasiment plus. Mais il faut comprendre qu'on est sur des drones de petite taille en comparaison à ce que pourrait posséder, par exemple, l'armée française ou l'armée américaine. Xavier Titelman, vous parlez justement de bombardement. Est-ce que la guerre en Ukraine, actuellement, c'est une guerre de bombardement ? On a l'impression que tout se passe dans les airs, en tout cas, que la majorité des opérations passent par voie aérienne. C'est le cas ? Si on considère l'artillerie et les missiles comme la voie aérienne, oui, c'est clair. Aujourd'hui, on n'est pas au contact. C'est-à-dire qu'il y a une préparation d'artillerie qui doit être réalisée pour pouvoir espérer avoir une offensive qui se fasse derrière au sol. Les Russes ont tenté de le faire, ça s'est transformé en débâcle absolu. L'exemple de Vuhledar en est un bon, le même sur Kupiansk. Ce qui manque pour les Russes, ou d'ailleurs pour l'armée ukrainienne jusqu'à maintenant, moi j'avais une crainte, s'ils commençaient leur offensive sans avoir de soutien aérien moderne, c'est pour ça que je pensais qu'on pouvait donner des Mirage 2000, des F-16, il leur manquait la capacité d'avoir des munitions, des bombes de précision, parce qu'un obus d'artillerie, c'est 20 kg d'explosifs, une bombe JDAM, c'est 500 kg, c'est 1 tonne. Et on les a vus apparaître à Bakhmout, ces bombes. C'est-à-dire que maintenant, on sait que les Ukrainiens ont les armes nécessaires pour faire sauter les défenses russes, faire exploser un bunker, faire un parking là où il y avait un champ de mines, pour ensuite laisser les chars avancer et creuser l'écart derrière. Donc de nouveau, les moyens, ils les ont, les Ukrainiens. Ils les ont. Ils sont prêts en théorie pour une contre-offensive. On ne sait pas sur quel appareil ils ont adapté ces bombes. Évidemment, c'est avec l'aide des Américains. On sait que les Américains avaient déjà adapté des missiles qui permettent de remonter jusqu'à la source d'émission d'un radar qui s'appelle l'AGM-88, qui leur permettait de détruire la défense aérienne russe. Donc on sait qu'il y a une deuxième type d'armement occidental qui a été adapté sur les avions ukrainiens. Et donc pour moi, ils ont maintenant toutes les échelles, toutes les munitions et tous les équipements nécessaires pour lancer leur contre-offensive.